Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La Ve République, mode d'emploi, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices de Fréquence Protestante, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrés aux institutions de la Ve République. Nous parlerons aujourd'hui d'une institution souvent considérée comme un cénacle de notables, sinon de privilégiés au style compassé au conservatisme un peu suranné. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit du Sénat. Et pour découvrir son histoire, son fonctionnement, nous avons le privilège d'être reçus au Palais du Luxembourg par le président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de Fréquence Protestante en ce début d'année. Nous souhaitons tous partager une année marquée par plus de sérénité, de paix et j'allais dire de convivialité dans le vivre ensemble. Vous avez dit qu'on était une assemblée compassée. En fait, non, nous sommes une assemblée qui puisons dans le passé l'actualité de la représentation des territoires. Vous seriez d'ailleurs étonné, car la différence d'âge avec l'Assemblée nationale n'est pas si importante que ça. Et ici, il y a plus d'un tiers des parlementaires, près de 40% qui sont des femmes, et qui viennent simplement du territoire. C'est vrai, nous sommes particulièrement ancrés dans les réalités du territoire, c'est-à-dire la vie quotidienne des Françaises et des Français qui habitent dans les 35 000 communes de France. Merci, Monsieur le Président, pour cette belle entrée en matière. À mes côtés, pour vous interviewer, Thomas Perrault. Bonjour Thomas. Voilà. Monsieur le Président, depuis 2014, vous présidez le Sénat. Vous connaissez donc bien le Palais du Luxembourg. Que représente-t-il à vos yeux? D'abord, architecturalement, c'est un formidable palais à l'italienne qui accueille une assemblée depuis 1799, avec le Sénat conservateur, qui avait été mis en place par Bonaparte pour être une première assemblée. On est donc dans à la fois un très beau palais et un lieu de la démocratie. Démocratie qui, naturellement, s'est construite, confirmée au cours du 19e siècle, puis du 20e siècle, et maintenant le 21e siècle, avec des moments particulièrement forts. N'oublions pas que Victor Hugo a été sénateur. D'ailleurs, inamovible. N'oublions pas qu'il y a eu des hommes immenses, je pense à Clémenceau. Clémenceau, président de la commission de l'armée pendant la Première Guerre mondiale, qui, le 16 novembre 1917, est appelé à devenir le président du Conseil dans un pays qui, à ce moment-là, doute beaucoup, est en pleine guerre, a connu des souffrances terribles. Et cet homme va dire il faut aller vers la victoire. C'est aussi un lieu, le Sénat, où sont exprimés des gens très très différents. Je pense à Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Un dossier, je n'étais pas encore sénateur, mais un dossier pour lequel j'étais particulièrement sensible. Au point que le débat qu'on avait dit ici, dans cette assemblée que vous avez au début dit un peu compassé, eh bien, il a été particulièrement étonné qu'il y ait cette capacité d'écoute, d'attention, et qu'une assemblée qui a voté dès la première lecture, alors qu'on la disait conservatrice, l'abolition de la peine de mort. C'est aussi une assemblée qui a su écouter avec beaucoup d'attention Madame Simone Veil, alors ministre de la Santé, quand elle est venue débattre, après un débat très très difficile à l'Assemblée nationale, d'interruption volontaire de grossesse. De manière plus voilà personnelle. Quelques aspects dans l'histoire du palais de Marais de Médicis à l'Assemblée d'aujourd'hui. De manière plus personnelle, quel souvenir gardez-vous de votre première venue ici? Ma première venue ici, j'étais alors pas encore bien sûr sénateur. Je venais d'être élu maire de Rambouillet et j'avais 32 ans, 33 ans. Et j'ai été immédiatement fasciné par la préoccupation des territoires. Peut-être parce que jeune maire, je découvrais l'importance des territoires, l'importance de ce que représentait la commune, et qu'au fond ici, j'ai retrouvé
ce que Gambetta disait, c'est l'Assemblée, c'est le grand conseil des communes de France. Et je crois que c'est ma première impression. Puis ma seconde impression, ça a été l'accueil. Nous étions 2 élus. J'étais le vice-benjamin à l'époque du Sénat. Le benjamin s'appelait, il s'appelle toujours Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, on arrive tous les deux dans le bureau dans lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, et nous sommes accueillis par un grand président du Sénat qui s'appelle Alain Poher, à la fois un ancien résistant, un démocrate chrétien, et quelqu'un qui a assuré 2 fois l'intérim de la présidence de la République, après le départ du général de Gaulle, qui est derrière moi, et après le décès de Georges Pompidou. Je me souviens très très bien de cet accueil du Benjamin, du vice-Benjamin. Nous avons d'ailleurs une photo qui nous rappelle à tous les deux par qui nous avons été accueillis, d'abord ici. Puis un autre grand moment, c'est bien sûr mon élection à la présidence du Sénat. Quand vous vous exprimez devant cet hémicycle, vous vous dites que vous avez l'honneur de le présider, c'est à la fois une grande responsabilité et un moment aussi d'humilité, qui a été l'occasion aussi de me souvenir que mon père lui-même avait été maire d'une commune rurale et que nous avions le territoire, j'allais dire, dans les gènes. Vous venez d'évoquer, Monsieur le Président, à travers ces évocations, ces souvenirs, l'histoire de ce bâtiment, son rôle. J'aimerais maintenant vous poser une autre question, c'est celui du rôle du Sénat tel que vous le percevez, alors qu'il est parfois méconnu par nos compatriotes et nos concitoyens. Et peut-être, si vous me permettez, cette question un peu plus personnelle aussi, celle du rôle du Président du Sénat, qui est parfois un peu au-dessus de la mêlée. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, vote la loi, contrôle le gouvernement. C'est d'ailleurs une mission majeure pour le Sénat que de contrôler le gouvernement. C'est même dans sa substance. Parce que la particularité du Sénat, notamment depuis la réforme du quinquennat, c'est que c'est la seule institution qui ne procède pas de l'élection présidentielle. Les députés sont élus quelques semaines après l'élection présidentielle. Ils sont donc dans la foulée de l'élection présidentielle. Ici, nous sommes élus tous les 3 ans, par moitié. Il y aura une élection à l'automne prochain. Et quelque part, nous sommes le fruit des élections municipales, des élections départementales, des élections régionales. Voilà pourquoi on parle de suffrage universel indirect. Donc, le Sénat, comme les députés, vote la loi, contrôle le gouvernement. Et nous avons en plus, article 24 bis de la Constitution, une responsabilité, c'est la représentation des territoires. Et parlons actualité politique. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Sénat joue un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire dans les débats. Vous savez, 7 députés, 7 sénateurs se réunissent ensemble, après les débats dans chaque chambre, pour essayer de trouver un point de synthèse. Est-ce qu'il y a un accord possible ? Et il se trouve que la majorité sénatoriale, c'est l'indispensable appoint pour créer une majorité. C'est vrai, nous avons une approche qui parfois est moins marquée par les pulsions. Vous savez, Clémenceau, que j'évoquais, comme Victor Hugo, que j'évoquais, étaient d'abord des partisans du monocamérisme, d'une seule assemblée. Et tous les deux se sont aperçus d'avoir une deuxième assemblée qui n'est pas l'assemblée de la pulsion, mais qui est un balancier stabilisateur, qui permet le temps du dialogue, le temps de la réflexion, qui en quelque sorte exerce, et c'est un mot très actuel, un rôle de contre-pouvoir. Eh bien, Victor Hugo dit à la tribune, une assemblée unique, ce serait l'océan gouverné par la tempête. Et Clémenceau dit, il faut une chambre de la réflexion. J'ai changé d'avis. Et je pense que dans ces temps où il n'y a pas de majorité, en ces temps où parfois les pulsions, voire une certaine forme d'hystérisation sur l'ensemble des dossiers, il est bon d'avoir une assemblée qui prend sans doute un peu plus le temps, qui marche d'un pas de sénateur,
dont je rappelle chez La Fontaine, c'est le pas de la sagesse et de la sérénité. C'est bon pour notre pays. Voilà pourquoi le gouvernement, d'ailleurs, je le sens bien, nous confie un certain nombre de dossiers difficiles en première lecture. Nous allons avoir en première lecture notamment la question énergétique pour les temps qui viennent, sur l'énergie notamment nucléaire, parce que c'est une réflexion depuis longtemps. Depuis longtemps, nous disons que nous allons avoir des problèmes énergétiques. Nous sommes favorables au mix énergétique, c'est-à-dire aux énergies renouvelables, mais nous croyons ici très majoritairement à l'importance de la filière nucléaire, à la condition naturellement qu'on soit très attentif à la sûreté et aux déchets. Nous allons avoir aussi, sans doute en première lecture, la question de la politique migratoire, pour que nous regardions ce sujet, j'allais dire d'une manière à la fois claire, déterminée, mais aussi en vérité et en sérénité, parce que c'est un sujet important. Voilà ce qu'est le Sénat d'hier, d'aujourd'hui et je l'espère de demain. Vous évoquez à l'instant le rôle que vous confie le gouvernement, les lectures prioritaires qui sont nouvelles en réalité quand on regarde la façon dont Emmanuel Macron a gouverné son précédent quinquennat. Est-ce que vous sentez que le nouveau rapport de force à l'Assemblée a contribué à redonner au Sénat plus d'importance et à transformer les relations que vous pouvez entretenir avec l'Assemblée nationale ? Sans aucun doute, parce qu'ici il y a une majorité. Il y a une majorité. Elle est composite, elle va, soyons clairs, des radicaux du centre-gauche à la droite républicaine. C'est une majorité qui respecte la diversité. On peut avoir, à certains moments, sur un certain nombre de points, des visions différentes, mais quand c'est l'essentiel, j'allais dire, on se retrouve dans le respect des uns et des autres. Et j'insiste aussi pour les groupes d'opposition et minoritaires. Il y a une capacité ici à ce que tout le monde se retrouve, y compris autour de moi, les présidents de groupe, pour aborder l'ensemble des sujets du groupe communiste ou du groupe écologiste au groupe des Républicains. Il y a une certaine forme d'écoute mutuelle. En tous les cas, c'est ce que je souhaite préserver. Le rôle du président du Sénat, tout à l'heure, c'est pas d'être uniquement au-dessus de la mêlée, c'est d'éviter la mêlée pour la mêlée. Vous savez, je suis un ancien joueur de rugby, donc la mêlée je connais, j'étais pilier quand j'étais en équipe universitaire. Mais je pense que il y a un moment, il faut sortir le ballon. C'est vrai. Et notre rôle, c'est de sortir le ballon. Et donc de permettre de se faire des passes, y compris pour marquer des essais. Et l'essai qui compte, c'est l'intérêt du pays. C'est l'intérêt des Français. Et le rôle du président du Sénat. Le rôle du président du Sénat aussi, c'est peut-être à certains moments de dire la vérité. En tous les cas, celle que je ressens. Je ne détiens pas la vérité au sens biblique, mais la vérité que je ressens. Je sens que le pays aujourd'hui est inquiet entre crise de la santé, crise de l'école, crise énergétique, crise du pouvoir d'achat, le sentiment d'une partie de nos compatriotes d'être relégués, ce que j'ai appelé il y a en 2015 dans un rapport à François Hollande, une France qui se sent à côté. On va le vivre avec une décision qu'on a prise sur les zones à faible émission, parce que naturellement la question de la pollution de l'air, elle est une question importante, mais il faut penser que dans moins de 3 ans, on aura exclu 35% des Français de la capacité de venir dans un cœur de ville d'une métropole. Et ces 35% de Français, ce sont les Français les plus modestes, ceux qui n'auront pas le moyen de changer de véhicule d'ici là. Et donc, il faut qu'on regarde cette inquiétude de la France, non pas pour ajouter à l'inquiétude, pour essayer de lui tracer un chemin d'espérance, mais en même temps lui disant la vérité. C'est aussi le rôle du président du Sénat. Et l'autre rôle du président, un rôle majeur, c'est d'assurer l'intérim du président de la République en cas d'incapacité. Comment gérez-vous, Monsieur le Président, cette vocation, cet appel? C'est la Constitution, et j'espère que je n'aurai jamais à remplir ce qu'a fait le président Poher. C'est simplement un principe, c'est un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République qui m'expliquait, et j'ai eu l'honneur de l'avoir pour maître, et il m'expliquait ce qu'avait voulu le général de Gaulle. C'est un principe. Le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la République. Le général de Gaulle avait été très frappé par ce qui s'était passé à l'Assemblée de Bordeaux
en 1940, en juin 40, puis à Vichy, où la République était tombée et où il n'y avait pas eu de continuité de la République. Je crois que le rôle du président du Sénat, c'est d'incarner, j'allais dire de manière que nous espérons éternellement virtuelle, la capacité de la continuité de la République. C'est une mission qu'il faut, j'allais dire, accepter et, j'allais dire, assumer, mais j'ose espérer que le destin et la providence pourvoiront autrement. Thomas évoquait tout à l'heure vos relations avec les autres présidents d'institutions, notamment la présidente aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Vous vous voyez régulièrement. Bien sûr. Sur quel sujet? D'abord, de très bonnes relations, marquées par la confiance, le respect, dans nos différences. C'est une fierté pour vous, la première présidente femme au Perchois aujourd'hui à l'Assemblée? C'est oui, mais j'avais d'excellents rapports avec Richard Ferrand. J'ai eu d'excellents rapports. Vous savez, moi, c'est très simple, j'en suis à mon 3e président de la République comme président du Sénat. Donc, j'ai eu différents présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons des rapports parce qu'il faut faire fonctionner le bicamérisme. Il faut faire fonctionner les institutions. Je pense que c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de la démocratie. Et je dois dire qu'avec Yael Braun-Pivet, les choses sont extrêmement simples, extrêmement claires et saines. Et nos directeurs de cabinet aussi échangent beaucoup ensemble. Et certains de nos collaborateurs, nous ne sommes pas dans la même majorité, mais on a bien la préoccupation que le Parlement soit respecté, soit entendu, soit écouté, et qu'il soit aussi à l'écoute des Français. Est-ce que, Monsieur le Président, le récent recours au 49.3 à plusieurs reprises par le gouvernement n'est pas justement un moyen d'enrayer la machine et de mettre des grains de sel dans cette belle architecture, dans cette belle mécanique que vous évoquez, puisque vos relations sont bonnes et en même temps, le gouvernement semble vouloir passer en force et faire fi du jeu des institutions et des chambres? Il faut que je vous dise un mot d'abord de mes relations avec la Première ministre, par exemple. Les Premiers ministres ont des relations de travail et naturelles. Et avec le Président de la République, nous nous voyons avec une certaine régularité tous les deux. Et j'allais dire de plus en plus que bien pour le fonctionnement des institutions. Nous nous disons les choses, là aussi, je l'espère, en vérité. Le 49.3, c'est un outil de la Constitution pour empêcher les blocages politiques, avec une clause de sauvegarde démocratique. Si le gouvernement est censuré, le gouvernement tombe, et le président de la République doit soit nommer un nouveau gouvernement, soit, s'il le décide, après consultation des 2 présidents de chambre, dissoudre l'Assemblée nationale. Les institutions ont prévu que quand un texte est examiné d'un seul coup, on déclenche le 49.3, il n'est pas applicable au Sénat. Et que donc le débat au Sénat, il ira jusqu'au bout. Nous venons de le vivre avec 2 textes. Le projet de loi de finances pour 2023, celui qui s'applique depuis le 1er janvier de cette année, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui aussi s'applique depuis le 1er janvier. Nous avons ici examiné tous les chapitres. Et il y avait notamment un chapitre qui n'avait pas pu être examiné à l'Assemblée nationale. C'était le chapitre concernant les collectivités territoriales. Il n'y a donc pas de concurrence entre nous. Nous pouvons aussi nous enrichir mutuellement, y compris quand il y a un 49.3. Naturellement, le 49.3, c'est pas le rêve du fonctionnement parlementaire. Je pense qu'il est important que les députés, y compris quand on a une majorité relative, puissent débattre de tous les sujets, et ensuite le gouvernement enclencher le 49.3. Voilà pourquoi je souhaite que on aille au bout des débats au maximum, parce que je crois à la vertu du débat parlementaire. Vous savez, à chaque fois qu'on coupe le débat parlementaire ou qu'on le trompe, réforme de l'assurance chômage, il y a quelques semaines, nous nous mettons d'accord pour moduler l'assurance chômage en fonction de la situation du chômage. Vous savez, j'ai été ministre du Travail, c'est donc un sujet qui est attentif pour moi. Et voilà qu'on découvre un décret juste avant Noël qui ne reprend pas les éléments du débat, ni avec les partenaires sociaux, ni avec les parlementaires. Je rappelle qu'il faut respecter les parlementaires. Je pense qu'il n'est pas inutile de respecter les partenaires sociaux non plus. Et donc, le gouvernement
Ça, c'est notre fonction de contrôle. Il est rappelé, en quelque sorte, à sa responsabilité. Monsieur le Président, excusez-moi, mais le 49.3, il est contrebalancé par une motion de censure. Et on sait très bien que le gouvernement a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et il y a certains députés qui semblent être la béquille de ce gouvernement et qui n'enclenchent pas, au fait, ou qui ne votent pas les motions de censure qui sont votées pour rentrer dans la société plus politique maintenant. Oui. Voter des motions de censure, c'est une sacrée responsabilité. C'est, en fait, ouvrir une crise politique. Et il faut le faire pour un motif qui est majeur. Donc je pense que les députés doivent avoir en tête et garder cet instrument de contrôle et de sanction du gouvernement, mais ça ne doit pas devenir un jeu. Vous savez, la Constitution de la Ve République, elle a voulu éviter le jeu des partis politiques. Et ça ne peut pas être un jeu. Les partis politiques sont indispensables à l'expression de la démocratie, mais il faut qu'on soit attentif. Vraiment, je pense que notre responsabilité, chacun avec nos convictions, c'est quand même d'avoir pour priorité l'intérêt du pays et des Français. Monsieur le Président, pour terminer, une dernière question. Quel message pouvez-vous adresser à nos éditeurs dans ce climat d'incertitude marqué par de nombreuses crises ? D'abord, j'ai envie de passer paradoxalement un message d'espérance. Un message d'espérance car nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une Union européenne qui démontre, y compris dans le drame que vit l'Ukraine, une solidarité engagée, un continent européen qui doit être aussi attentif aux autres continents parce qu'ils portent des valeurs. Et je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient, et dans lequel nous devons jouer un rôle. Les temps vont être difficiles pour nos compatriotes, pour leur pouvoir d'achat. La question énergétique, la question de la santé. Je crois que la seule réponse que nous devons avoir, c'est quand même une réponse de solidarité. Et puisque je suis sur un média protestant, les protestants, on sait ce que c'est, pardonnez-moi, que d'être minoritaire, mais en même temps de porter une parole. Et je pense que nous avons la responsabilité collective, nous politiques, mais aussi tous ceux qui portent un message spirituel, j'allais dire de contribuer à la cohésion du pays. Merci Monsieur le Président, merci d'avoir cette notre invitation. Merci Thomas. Merci à vous auditeurs, auditrices. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?